c'est quoi l'économie et c'est quoi votre investissement? C'est, le développement de compétences va me générer du budget d'achat. C'est quoi mon autorisation de dépense? Donc ça, c'est un premier champ de négociation. Deuxièmement, j'ai toujours le travail avec l'OPCO, c'est est-ce que je peux avoir des apports, qu'est-ce que je peux mobiliser comme ressources auprès de l'OPCO, etc. Après, le reste, c'est du temps. Donc, c'est plus du budget, c'est de l'organisation. Il faudrait poser la question différente, c'est-à-dire que la bonne unité de compte pour le temps, c'est pas l'euro, c'est l'heure ou c'est le jour. C'est combien de temps je peux mobiliser les gens, à quelle période, pour les former efficacement sans que ça impacte la production et l'activité. C'est quoi le moins impactant? Comment je peux trouver des formats d'organisation qui permettent de développer les compétences en ayant le moins d'impact possible sur les activités? Combien de temps à l'avance il faut que je prévienne les managers qu'on va peut-être leur piquer les gens 1, 2, 3 jours qui vont devoir faire 100 pour travailler? C'est quoi les bonnes périodes pour faire ça? Donc la problématique temps, elle ne se gère pas du tout comme la problématique financière. Et si je commence à mélanger les deux, en empilant les deux et en fusionnant des coûts qui sont radicalement différents, je ne vais pas m'y retrouver. Donc vous avez intérêt à segmenter, à dire que notre investissement est composé d'une part de moyens financiers, parce qu'on est d'accord sur les budgets qu'on peut dépenser, et comment on peut arriver à optimiser ces budgets-là. Deuxièmement, est composé de ressources d'organisation, dont le temps, et comment on peut organiser au mieux ces activités-là pour que ça impacte le moins notre activité. Donc, alors ça c'est pareil, c'est vous qui tracez ces périmètres-là, ce qui va nous donner la chose suivante. Dans le plan de développement de compétences, qu'est-ce que je mets, c'est quoi les frontières? C'est à votre main, c'est à votre arbitrage. La réglementation ne vous impose plus rien là-dessus. C'est vous qui voyez. Ceux qui veulent continuer à faire des plans de formation en 2020, et personne ne va aller leur chercher des poux dans la tête en leur disant il faut que tu fasses un plan de développement de compétences, un plan de formation, un plan de formation. Si c'est ça qui vous convient, si c'est ça qui marche bien, si c'est ça qui est performant, il n'y a pas de raison de changer pour changer. Si vous estimez que ça vaut le coup de travailler avec d'autres manières de faire, d'amorcer des changements culturels, d'avoir des évolutions, vous pouvez fixer la frontière un peu au-delà. Il va falloir prévoir comment on travaille. Alors vous avez, pour ceux qui souhaitent d'ailleurs faire évoluer un peu les cultures, vous avez 2 chocs en même temps là pour vos élus. Vous avez le passage au CSE et vous avez la réforme de la formation sur le sujet. Donc ça fait les deux à la fois, ça fait quand même une fenêtre de tir. Si vous avez envie de faire évoluer les pratiques, si vous ne le faites pas maintenant, des lois concomitantes qui vont vous transformer totalement les relations sociales et transformer totalement la formation, il va falloir quand même attendre maintenant quelques années avant qu'on en ait d'autres. C'est-à-dire que si je repars comme avant avec mes élus sur ces sujets-là, alors qu'on a totalement transformé la manière de travailler avec eux et le champ de la formation, eh ben, je suis rembarqué sans doute pour une longue période. Et vous avez un dernier truc, c'est que le contenu de la base de données pour les élus, sur le sujet formation, je pense notamment aux gens qui ont plus de 300 salariés, s'il y en a ici, est totalement obsolète. C'est-à-dire que les textes sur la base de données n'ont pas suivi l'évolution législative. Donc on se retrouve à vous demander des trucs qui n'existent plus. Donc, si vous avez une alternative, vous vous calez sur les textes et vous faites un travail inutile qui date du monde d'avant, ou alors vous faites ce que vous avez à faire aujourd'hui, tel que vous l'avez défini, et vous expliquez à vos élus que les textes sont obsolètes et que c'est plus une référence. Ce n'est pas forcément simple, mais si vous ne le faites pas, personne ne pourra le faire à votre place. Mais il ne faut pas se laisser enfermer dans un travail qui là n'aurait plus beaucoup d'utilité. Et je pense que le travail, il va être plutôt de dire comment, dans nos plans de développement de compétences, on peut s'attacher à donner, parce que, vous voyez, on a fait passer, toute la réglementation était centrée sur la formation. Hein, le financement de la formation, le budget formation, le plan de formation, etc. On l'a fait passer sur la compétence. Le plan de développement de compétences, toute la certification, la VAE, la formation en situation de travail, etc. Le troisième objet, la suite logique, c'est le résultat. Mais ça n'appartient pas, les règles n'iront jamais jusque-là. C'est-à-dire que le Code du travail ne s'intéressera jamais à ce qui est pour vous le cœur, c'est-à-dire tout ça, qu'est-ce que ça permet de faire. Quand vous faites votre... je vous permets de mesurer ce que je viens de dire de la manière suivante. Quand vous faites un bilan de la formation dans l'entreprise à la fin de l'année, est-ce que si je lis votre bilan, je vois
votre travail, c'est-à-dire les quantités que vous avez gérées. Vous avez géré combien d'argent, combien d'actions, combien de personnes, combien de volume, etc. Combien de temps. Ou est-ce que je vois à quoi ça a servi? C'est-à-dire, est-ce que j'ai la réponse dans les bilans à si on ne l'avait pas fait, qu'est-ce qui serait passé? Le fait qu'on l'ait fait, qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a perdu? Est-ce que c'était intéressant de le faire? Est-ce qu'il aurait fallu le faire différemment, etc. Et finalement, la question à laquelle ça revient, à quoi ça a servi? C'est-à-dire, est-ce que c'était pertinent de faire ces trucs-là? Bon, sur le flot de formation obligatoire, la question ne se pose pas, je suis obligé de les faire, elles servent ou pas, vaudra mieux qu'elles servent, mais sur la majorité des actions qui ne sont pas obligatoires, la question se pose. Si vous l'avez fait, c'est bien qu'il y avait une finalité. Et j'ai listé ici, je n'ai pas obligé de travailler avec ça, mais ce que peuvent être les 5 finalités, a priori ça fait un peu le tour de ce qu'on fait avec la formation. À quoi ça peut servir? Pourquoi j'envoie les gens en formation? Pour augmenter leur performance, pour leur permettre de mieux travailler collectivement, pour servir eux-mêmes, augmenter la performance. Donc on est sur le champ économique. Très bien. Ça permet aussi tout simplement de permettre aux gens de travailler, parce qu'il y a tout ce qui bouge. Les gens que je recrute, les gens éventuellement qui partent, les gens qui changent de fonction, il faut bien que je les prépare à leur activité. Il y a toutes les formations qui sont liées à des changements de projet. Je change un outil, je change une organisation, j'introduis une nouvelle manière de travailler, il faut bien que je prépare les gens. J'ai ma politique de santé. Et dans certains cas, la politique de santé, elle rejoint le premier. C'est-à-dire des gens qui sont plus à l'aise dans leur métier, qui le maîtrisent mieux, qui sont en meilleur confort de travail, en règle générale, ils sont plus efficaces aussi. Donc, je peux allier performance économique et performance sociale. Ça ne s'oppose pas. Et puis, je peux avoir des objectifs qui relèvent plus d'une politique ressources humaines, c'est-à-dire je ne vais pas former quelqu'un parce qu'il en a absolument besoin, mais je vais le lui former à titre de reconnaissance, pour montrer qu'on s'intéresse à lui aussi, qu'il n'y a pas que les autres qui sont formés, qu'il n'est pas à l'écart, etc. Ou alors, parfois, on met en place des actions de formation, vous savez, le but, ce n'est pas la compétence, c'est de faire passer certains messages. Parfois, dans une entreprise, c'est aussi que des gens qui n'ont pas l'occasion, dans le cadre de leur fonction, de travailler ensemble, aient un temps dans l'année où ils peuvent travailler autour de trucs un peu communs, pour partager une culture commune, pour être plus à l'aise, plus fluide sur la chaîne de valeur de l'entreprise, etc. Bon, mais si je mets l'accent sur le résultat, bah, ça me fait a priori, ça me donne des arguments pour la négociation budgétaire qui est un peu différente que si je le mets sur des quantités, en disant il faudrait qu'on fasse X volume, ou X personnes, ou X, etc. Donc je pense que la loi 1 vous laisse beaucoup de marge de manœuvre dans ces domaines-là pour faire ce qui vous va bien, et ça vous oblige à vous positionner. Mais deuxièmement, elle met quand même un peu de pression pour que on s'intéresse un peu moins aux moyens et un peu plus aux résultats. Est-ce que, sur ce volet-là, avant que nous ne fassions une petite pause, vous avez des remarques, des commentaires, des questions, ce que vous voulez? Par rapport aux élus, en fait, par rapport à la slide que vous montrez tout à l'heure avec tous les types de formations qu'on peut retrouver, nous, en fait, si on leur présente une slide comme ça, ils vont dire, bah ok, mais dites-nous, en fait, combien vous en avez réalisé en entreprise, pardon, et du coup, c'est compliqué de savoir, enfin, moi j'ai une entreprise qui a plus de 300 salariés, c'est compliqué de savoir toutes les actions. Bien sûr. Effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, toutes les formations qui sont quantifiées ou pour lesquelles je demande une subvention, je vais savoir quantifier. Pour le reste, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est grave? Est-ce que vous êtes obligé d'avoir le format, à chaque fois, un volume, du temps, de l'argent, pour présenter ce que vous faites? Vous pouvez parfaitement dire, il y a des choses qui s'y prêtent, donc on a formé X personne à ça, on a fait truc parfait, et en plus, on a des actions dans tel et tel domaine sur lesquelles on n'organise pas forcément la traçabilité absolue, etc. Sauf qu'on vous informe que ce n'est pas la seule manière, ce qu'on vous présente là, de former les gens, qu'ils ont aussi d'autres occasions de développer leurs compétences, etc. Et c'est pas forcément, enfin, je veux dire, pourquoi vous auriez besoin, vous voyez, de systématiquement mettre du chiffre et du chiffre exact, ce travail, vous voyez, infernal. Si je dis, les gens ont l'occasion aussi, dans le cadre de leurs activités, d'aller participer à des salons professionnels, etc. Donc, on permet ça dans nos activités. Est-ce que vous avez vraiment besoin de dire lesquels, quand, combien, vous voyez, bon, c'est pas... On peut, hein, mais... Il y a une autre manière de le décliner qui est plus individuelle. Tout à l'heure, vous parliez des bilans dans les entretiens. C'est quand je fais des entretiens professionnels avec les salariés que je regarde comment on s'est occupé de leurs compétences. Est-ce que parce que si vous tirez les conséquences, en fait, de la loi, vous ne travaillez plus, et donc, du coup, vous virez de vos supports, quels qu'ils soient,
la notion de besoin de formation. Vous travaillez avec la notion de besoin de compétence. Ce qui n'est pas la même chose parce que ça découpe en deux une question qui est souvent unique. Si vous demandez à quelqu'un quels sont ses besoins de formation, vous lui mettez la réponse dans la question. Un, il a besoin de compétences, et deux, c'est la formation qui va répondre à ce besoin. Si vous lui demandez uniquement de quelles compétences il a besoin, ça vous permet ensuite d'avoir un panel plus large en disant, ben, pour cette compétence-là, peut-être qu'il vaut mieux te mettre à travailler avec telle, ou tu t'adresses à telle personne ressource, ou peut-être c'est la formation qui est la meilleure réponse. J'en sais rien. Mais ça laisse le champ. Et d'ailleurs, ça permet de dire qui répond à la deuxième question. Est-ce que c'est vous? Donc ce sont des professionnels de la formation et du développement de compétences qui répondent à ça, ou est-ce que ce sont les salariés qui doivent à la fois choisir, enfin dire de quoi ils ont besoin, ou les managers, et quel est le moyen le plus approprié? Vous voyez? Ce n'est pas des pros, vous voyez, du développement de compétences. Pourquoi c'est eux qui devraient dire c'est de formation dont j'ai besoin? Et du coup, ça veut dire que vous feriez apparaître, je ne sais pas, dans vos entretiens, dans vos supports, dans vos documents de recueil, dans tout ce que vous utilisez pour travailler avec les outils communs, en fait, ou de dialogue avec les managers, avec les salariés, que la notion de besoin de formation n'apparaisse plus, qu'on ait la notion de besoin de compétences. Et que, du coup, on ait des réponses diversifiées à ça. Est-ce que c'est chez Calcia? Il n'y a personne de chez Calcia. Non. Est-ce que c'est... que j'avais vu le travail un peu à l'américaine, c'est-à-dire que tout ça est inspiré du modèle, vous savez, du 70-20, c'est-à-dire on développe nos compétences principalement dans nos activités avec les collaborations, etc. Et ils avaient adopté ce principe qu'on retrouve dans quelques entreprises, qui est de dire, chaque année, le manager, dans la mesure du possible, de la configuration, etc., mais doit se donner comme objectif de voir s'il ne peut pas retirer une activité à quelqu'un et lui en donner une nouvelle. C'est-à-dire que le poste de travail ne reste pas immobile. Alors ça permet de générer du dynamisme chez les personnes aussi, d'éviter les effets de routine trop prononcés, etc., d'habituer les gens à du changement, et aussi de développer des compétences. En disant, il faut regarder, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut éviter aux gens de faire parce que ça a perdu de l'utilité, de la pertinence, et est-ce qu'on ne peut pas ajouter une activité, alors soit dans le contenu de poste, soit périphérique, qui permettent aux gens de garder un peu d'ouverture, de dynamisme, etc. Et ça, c'est considéré comme un moyen du développement de compétences. Alors vous voyez, c'est je gère le contenu des postes de travail. Bon, voilà. Alors vous voyez, je n'ai pas forcément à mettre ça, mais n'empêche que je pourrais dire, chez nous, tous les gens, chaque année, ont l'opportunité d'acquérir des compétences parce qu'on fait en sorte que leur situation de travail ne soit pas répétitive, identique, strictement d'une année sur l'autre, etc. Il y a des boîtes, je sais pas, de tout secteur, un peu importantes, où quand vous posez la question, posez-vous-la chez vous, vous verrez, est-ce que vous avez des gens qui font la même chose, de la même manière, au même endroit, avec les mêmes outils, depuis un temps long? Est-ce que ça existe, ce genre de fonction chez vous? Ou alors est-ce que vous êtes pris dans une sorte de mouvement brownien qui fait que pour tout le monde, le contenu de ce qu'il fait, de toute façon, évolue, soit par la technique, soit par l'organisation, soit par... bon. Bien, quand vous regardez ça en détail, on trouve des gens, ça fait 8, 10 ans qu'ils font exactement la même chose, au même endroit, de la même manière, etc. Alors, certains, ça peut très bien leur convenir, c'est pas un problème managérial. C'est que si je me suis habitué à faire toujours pareil pendant 8 ans, le jour où il y a un changement, il est difficile. Et il est bien plus difficile que si je me suis habitué à avoir des activités, etc. Donc, ce dont on parle là doit se réfléchir, et je pense d'une manière un peu plus large sur la manière dont vous appréhendez le développement professionnel de vos salariés. Et encore une fois, vous n'êtes obligé à rien, c'est vous qui décidez.